Je n'aime pas beaucoup l'expression « affaire classée ». Elle sous-entend que l'enquête est close. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parfois, elle est encore en cours. J'ai mis la main sur la cassette VHS d'épreuve. Ce qui m'a le plus marqué dans l'affaire Kreshok, ce sont les images que j'ai vues à l'écran. En arrière-plan, il y avait les montagnes enneigées. Le parking l'était lui aussi. Il y avait une benne à ordures à côté du bâtiment. Et à côté de cette benne, se trouvait le corps. Je me souviens de la brise qui faisait bouger les cheveux de Darlene, de son corps gisant sur le parking au milieu de la neige. Ça m'a fait comme un électrochoc. La violence de ce meurtre indiquait que c'était l'œuvre d'un monstre. J'ai servi dans la brigade criminelle de Colorado Springs pendant 9 ans, dont le dernier tiers au service des affaires non résolues. En septembre 2016, quand on s'est penché sur l'affaire Kreshok, on savait que ce n'était pas une affaire comme les autres. Le dossier Kreshok était particulièrement dense. Il comprenait plusieurs milliers de pages. Un travail énorme avait été fourni et un nombre impressionnant de pièces à conviction recueillies. Ça durait depuis 32 ans. L'enquête avait été menée ou supervisée par le sergent Kenda. 30 ans plus tard, en parcourant ce dossier, Jim et moi savions que toutes les pistes avaient été étudiées. Joe est un géant. Quand j'ai fini mes études, j'ai travaillé dans l'entreprise de mon père et j'ai détesté ça. J'ai décidé d'entrer dans la police. J'ai déposé ma candidature dans plusieurs postes de police et celui de Colorado Springs m'a fait une offre. Avec ma femme, Cathy, on a donc mis le cap à l'ouest et c'était merveilleux. J'étais très occupé dans mon nouveau métier, mais j'adorais ça. Je l'aurais fait gratuitement. Ce qui m'a toujours gêné au cours de ma carrière, c'est de ne pas avoir résolu 8% de mes 387 enquêtes. Justice n'a jamais été rendue à ses victimes. Heureusement, il n'y a pas de prescription pour une affaire d'homicide. Pour un enquêteur criminel, le plus important, c'est de ne jamais renoncer. Ce matin-là, il était environ 5h20. On approchait de la fin de notre service et il faisait un froid de canard. J'avais décidé de patrouiller autour des bars du coin pour être sûr que personne ne commettait dans sa voiture par ces températures glaciales. En contournant l'un des bâtiments, on a vu quelque chose par terre près de la benne à ordures du restaurant. Un mannequin, peut-être?
En s'approchant, on a vu que c'était une femme, une vraie personne. Et quand on voit ça, on reste ébahi quelques secondes. Bien sûr, j'avais vu des photos horribles de gens assassinés pendant ma formation. Mais c'est autre chose de le voir en vrai. On ne peut pas se préparer à ça. Vu l'heure, j'ai certainement réveillé tout le monde au central, quand je leur ai annoncé qu'on venait de trouver un corps sans vie. Il est moins de 5h30 quand le téléphone sonne. Le centre d'appel de la police m'annonce que des agents de patrouille ont découvert un corps derrière le Korean Club. En 1987, j'avais 14 ans d'expérience. J'étais dans la brigade criminelle. C'est un métier totalement imprévisible. Il n'y a pas de routine. Chaque affaire est unique. À mes yeux, cette brigade criminelle était absolument fantastique. Le sergent envoyé sur place était Joe Kenda, dont j'appréciais le dévouement. Il faisait vraiment de son mieux pour les victimes. Il ne m'est pas souvent arrivé de voir un crime aussi violent. J'ai vu beaucoup de choses, mais aussi extrêmes, rarement. Je garde toujours en moi les scènes de crime et la vision des victimes. Ces images ne disparaissent jamais. On entend souvent « c'était horrible, c'était terrifiant ». Mais on comprend vraiment le sens de ces mots que lorsqu'on plonge dans l'ultime perversion humaine que sont le viol et le meurtre. Elle était nue. Son jean était baissé jusqu'aux chevilles. Il y avait une chaussure à côté d'elle. Elle porte à l'annulaire de la main gauche une bague dotée d'un petit diamant, petit mais précieux. La bague n'a pas été prise. Ce n'est donc pas un vol qui aurait mal tourné, ce qui élimine tout de suite un mobile. Au niveau du visage, il y a 3 cintres qui forment une sorte de mort de cheval. C'est atroce. Derrière sa tête, les fils de fer ont été tordus pour créer une sorte de poignée avec laquelle le tueur contrôlait la tête de la victime. Les fils se sont enfoncés dans la chair et dans les articulations des joues. C'est troublant. Très troublant. Elle avait des traces de morsure. Un téton notamment était mutilé.
J'étais totalement sidéré par la sauvagerie dont avait fait preuve le meurtrier. Tel une hyène, il avait planté ses dents dans un cadavre jusqu'à en arracher un téton. Un crime ignoble. Ce n'était pas un acte impulsif, rapide et gratuit. Une personne habitée par un monstre avait passé beaucoup de temps à la torturer. Ce corps paraissait si froid et si seul. Il fallait découvrir l'identité de la victime. Et dans ce cas précis, son permis de conduire était par terre, à côté du corps. Cette femme était dans l'armée, affectée à une unité de la base de Fort Carson. En 1987, Colorado Springs était une ville de garnison. On apprend qu'elle s'appelle Darlene Kreshok et qu'elle a 20 ans. C'est une toute jeune militaire en service actif, avec toute la vie devant elle. Mais quelqu'un la lui a ôtée d'une atroce manière. Je me suis demandé pourquoi le tueur avait laissé ça en évidence. Peut-être pour nous narguer. Vous connaissez son identité, mais pas la mienne, n'est-ce pas? L'analyste de l'unité scientifique s'appelle Charles Green. C'est quelqu'un de très compétent. Charlie était un photographe et un collecteur de preuves très méticuleux et attentif aux moindres détails. Mais d'autres détails, comme le dépôt du corps, ont été sous-estimés. La scène de crime était restreinte. Le corps devait être à 3 mètres de la benne à ordures. Il y avait 3 mégots par terre, près du corps. Je me suis demandé la raison d'une telle proximité. Est-ce un employé qui a fait une pause cigarette ou bien le tueur qui a admiré son travail? On prélève donc ces éléments. De la façon la plus sûre qui soit, gants, caoutchouc, masques, etc., afin de les préserver pour une analyse ultérieure. Il y a aussi des traces de pneus tout près du corps. Ce qui indique qu'il a été transporté jusque-là. Le crime a donc visiblement été perpétré ailleurs. Quand a-t-il eu lieu? On l'ignore. Qui a pu commettre un acte pareil? Et où se trouve-t-il? C'est un fantôme. Un nuage de fumée, une ombre dans la nuit. Comment va-t-on le démasquer? Après l'arrivée du sergent Kenda, le corps a été examiné de plus près. C'est celui d'une femme blanche allongée partiellement sur le dos. Il y avait 3 mégots de cigarettes par terre. Ils ont été prélevés un par un, de même qu'un échantillon de terre sous le corps. Tous les éléments de preuve ont été mis sous scellés et classés comme on le ferait aujourd'hui. Ça permet de les conserver en bon état. Sans ces preuves recueillies en 87, l'enquête n'aurait pas évolué. Je quitte la scène de crime pour aller parler aux gens du restaurant.
Cela s'est-il produit à l'intérieur, puis la victime a été sortie? Étant donné l'emplacement du corps, il faut en avoir le cœur net. On présente le permis de conduire à tous les employés. Aucun ne l'a jamais vu. Mais le barman nous fournit une information chronologique qui va s'avérer utile pour notre enquête. Il affirme avoir quitté le restaurant en dernier, vers 2 heures du matin, sans rien avoir vu d'anormal. Et la victime a été repérée à 5h20 du matin. Ce qui réduit la fenêtre à 3 heures et quelques. C'est important. Darlene, où étiez-vous pendant ces 3 heures? Et avec qui? À la morgue, à la vue du corps décongelé, la violence du crime est devenue encore plus frappante. L'autopsie de Darlene nous a appris beaucoup de choses. En plus d'avoir été frappée, elle avait été violée, sodomisée. Les fils autour de son cou l'étranglent. Elle cherche désespérément à respirer, mais n'y parvient pas. Elle meurt par asphyxie. Quand on voit ça, on se dit, bon sang, à qui a-t-on affaire? Les marques de morsure sont comme des empreintes digitales. Chaque dentition est unique. Même si elles sont parfaites, les dents nous permettent presque toujours d'identifier le suspect. On fait des moulages de ces morsures et le légiste souligne qu'il y a un écart inhabituel entre les dents et qu'elles sont tordues. À en juger par ces traces, l'agresseur avait soit de fausses dents, soit quelques dents en moins. Le froid peut piéger des fluides issus du meurtrier, comme du liquide séminal par exemple. On peut les récupérer quand ils fondent et coulent sur la table. Et toutes ces choses peuvent servir à l'enquête. Aux États-Unis, la plupart des homicides impliquent des personnes qui se connaissent. Il faut donc apprendre à connaître Darlene pour savoir qui aurait pu souhaiter sa mort. J'ai ouvert la porte. C'était un sergent de l'armée qui m'a dit « Votre fille Darlene est morte. » J'ai dit « Comment ça? Qu'est-il arrivé? Elle a été tuée. » J'ai dit « Tuée? C'est un meurtre ?» D'abord, c'était l'incrédulité. Il se trompait. Elle n'avait aucun ennemi, donc elle ne pouvait pas être morte. C'était pas possible. Honnêtement, j'étais dévastée. Personne ne veut voir son enfant partir. Et puis on a cherché à comprendre, mais personne n'avait de réponse. Quand on prend conscience de la réalité, le monde s'écroule. Le mien s'est écroulé. Ça a laissé un trou à l'intérieur. Monsieur et Madame Kreshock viennent pour évoquer la perte de leur fille. Darlene est née à Baltimore, dans le Maryland. C'était une enfant gentille, très extravertie et attentionnée. On était plus qu'une mère et sa fille. On était comme deux meilleurs amis. Darlene avait 5 ans de plus que moi. Elle était vraiment drôle. Je me souviens des sourires et des rires. Quand elle a été tuée, j'avais 15 ans. Ça a donc forcément atteint l'adolescente que j'étais.
C'était un garçon manqué. Elle voulait travailler sur de gros camions. Darlene voulait s'engager dans l'armée. Elle rêvait de conduire, un jour, des semi-remorques. Et elle comptait sur l'armée pour lui apprendre. Bien sûr, j'étais fier d'elle. Elle ne se laissait pas impressionner par les garçons. Un jour, elle en a cogné un sur le nez. Elle m'a dit, il n'aurait pas dû me regarder. Donc, oui, elle avait du caractère. Darlene m'a acheté cette bague avec son premier salaire de militaire. On les a interrogés sur un détail de la scène de crime. Darlene portait ce qui nous semblait être une bague de fiançailles. Était-il au courant? Oh oui, il l'était. Elle avait été mariée. Un jeune homme qui lui aussi était dans l'armée. Un certain Glenn Garinger. Je ne savais quasiment rien de lui. Après leur rencontre, ils ont décidé de se marier et de vivre hors de la base. Ça ne me plaisait pas, mais de toute façon, elle n'en faisait qu'à sa tête. À 19 ou 20 ans, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est vrai, on le croit, mais c'est faux. Ils n'étaient pas compatibles et ils ont décidé de divorcer. Le divorce allait être prononcé quelques jours après sa mort. Les maris divorcés m'ont toujours intrigué. On sait que l'auteur de ce crime déteste les femmes. Un divorcé peut parfois détester son ex-femme de toutes ses forces. Alors, quand on apprend l'existence de ce jeune homme, il devient notre priorité. Garinger était lui aussi affecté à Fort Carson. L'avantage de travailler avec une base militaire, c'est l'accès aux soldats. Si on souhaite parler à l'un d'eux, leur unité d'enquête ou leur police vont les chercher et les mettent immédiatement à notre disposition. Alors, Glenn, qui êtes-vous? Auriez-vous mal vécu ce divorce, au point de vouloir tuer Darlene? C'est assez facile de démasquer quelqu'un qui fait semblant d'être ému et qui simule des sanglots. Garinger n'est pas comme ça. Il est sincèrement ému par la disparition de Darlene Kreshok. Il explique que malgré le divorce, ils étaient restés bons amis. On lui a demandé où il était la veille au soir. Il nous a dit qu'il avait passé toute la nuit avec sa nouvelle petite amie. Il n'a pas vu Darlene depuis des mois, il est coopératif, il a un alibi. On prélève quelques cheveux et du sang et on examine ses dents. Elles ne correspondent pas aux traces de morsures visibles sur la victime. On passe à la suite. Qui est donc Monsieur X? On l'ignore toujours. On a prélevé et conservé un peu de sang de chaque personne interrogée afin de créer une base de données d'échantillons biologiques. C'est un processus compliqué et onéreux. Mais j'ai dit, il faut le faire. Ce sera peut-être inefficace ou tout le contraire. Alors on l'a fait. On avait le sang de tous ceux à qui on avait parlé. L'accumulation et la préservation de ces échantillons d'ADN, qui ont pu être analysés et comparés 3 décennies plus tard, ont été phénoménales. En 87, l'ADN n'était pas encore à l'ordre du jour.
Il avait été utilisé pour la première fois 1 an plus tôt en Angleterre. On s'était alors dit, « Waouh, ça a l'air chouette. Peut-être qu'on s'en servira un jour. » Et puis on fait un bond en avant de 30 ans. On savait que Darlene était rattachée à Fort Carson. Donc j'ai contacté un agent de l'unité d'enquête militaire, Jessica Veltri. En tant qu'agent spécial du CID, j'enquête sur les crimes qui intéressent l'armée. Et dans le cadre de ma mission, j'ai souhaité me pencher sur des affaires non résolues. On m'a alors présenté les inspecteurs Isham et Somoski du service des affaires non résolues de la police de Colorado Springs. Il y avait beaucoup de preuves. Les vêtements de la victime, les mégots trouvés près du corps, les traces de morsure, le cintre servant à étrangler la victime. Ils avaient aussi testé l'ADN avant de l'intégrer dans le système. L'objet qui présentait le meilleur profil génétique était l'un des mégots de cigarettes. Mais était-il lié au meurtre ou bien était-ce un simple déchet jeté sur le parking? Le laboratoire a confirmé que le profil ADN sur les mégots de cigarettes correspondait à celui présent sur les vêtements de la victime. On l'a tout de suite comparé au profil ADN des personnes présentant un intérêt pour notre enquête et des suspects potentiels, y compris M. Geringer, l'ex-mari de Darlene. Grâce à l'agent Veltri et à ses ressources, on a éliminé rapidement pas mal de pistes. On les met de côté et on enchaîne. Le dossier de cette affaire contenait beaucoup de pages. Les inspecteurs de l'époque avaient beaucoup travaillé dessus et avec une telle quantité de preuves, on pouvait espérer un jour identifier l'inconnu numéro 1 et clore l'enquête. Grâce aux premiers enquêteurs, le lieutenant Kenda, entre autres, et aux preuves qu'ils avaient recueillies, on a pu prendre le relais, les faire tester. Par exemple, les échantillons de sang ont été envoyés au labo et ils ont pu me dire « Non, ça ne correspond pas à l'inconnu numéro 1 ». Monsieur Geringer, l'ex-mari de Darlene, ainsi que les autres personnes qui semblaient être les plus susceptibles d'avoir eu l'opportunité, la capacité et le mobile pour commettre ce crime, ont été innocentés. L'expression « inconnu numéro 1 » est venue du laboratoire d'ADN. Ils avaient réussi à identifier un profil, mais celui-ci ne correspondait à aucun autre échantillon analysé. On savait donc que c'était notre homme, mais on ignorait qui il était et où il était. Le CID m'appelle pour me donner des nouvelles. Il y a une femme qui répond au nom de Caroline Smith, qui est militaire, et qui m'attend dans une salle d'interrogatoire du CID. Je me rends sur place et je commence à discuter avec elle. C'est la meilleure amie de Darlene. On sait que les jeunes filles de 20 ans ont tendance à tout se raconter entre elles. Que va-t-elle pouvoir nous révéler sur Darlene et ses relations? Elle avait parlé à Darlene vers 14 h, l'après-midi précédant sa disparition. Darlene avait dit qu'elle comptait sortir le soir même au Shuffles, un bar, avec des collègues de Fort Carson. Au Shuffles, il y a une piste de danse, de la musique et une clientèle jeune. Darlene dit que son chauffeur sera le sergent Lord, le responsable de son unité, et qu'il y aura aussi un certain Tim Robinson. Lord et Robinson sont peut-être les derniers à l'avoir vue vivante. Ce que j'apprécie au bureau d'enquête de l'armée, c'est qu'ils ne plaisantent pas.
S'ils apprennent par les autorités civiles qu'un soldat pourrait être impliqué dans un meurtre, ils le plaqueront au sol, le menotteront et le traîneront vers une salle d'interrogatoire. Le CID, fidèle à ses habitudes, les a donc fait venir en 30 minutes. Lord et son ami Robinson savent forcément que Darlene Creshock est morte, comme tout le monde à Fort Carson. Pourquoi ont-ils omis de dire qu'ils étaient avec elle la nuit précédente? Face à Eric Lord, je décide de lui enlever les menottes. Pas besoin de ça, n'est-ce pas? Non, monsieur. Alors je les enlève. Dès qu'il vous regardait, vous saviez qui était le patron. Joe Kenda posait des questions précises pour savoir qui on était, avec qui on était. À peu près tous les détails auxquels il avait pu penser ce jour-là. Je fumais comme un pompier. J'étais nerveux. Après le boulot, Darlene voulait sortir et s'amuser. Alors j'ai répondu, « Ok, je t'emmène sur B Street. » Robinson dansait avec Darlene et on passait du bon temps. Elle a dansé avec 2 autres types. Et puis j'ai dit, bon, c'est l'heure. Elle a dit, non, je pars pas. J'ai dit, si, je t'ai amené, alors je suis responsable de toi. Le ton est un peu monté et elle buvait un verre avec un type au bar. Eric ne connaît pas son nom, Darlene ne les a pas présentés. Mais il le décrit comme étant un jeune GI qu'il n'avait jamais vu auparavant. On reconnaît facilement les soldats à leur démarche et à leur comportement. Eric se souvient, pour lui cet homme avait une apparence atypique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce type avait des yeux de fouine. C'est très difficile de décrire l'impression laissée par la caractéristique physique de quelqu'un. Une autre personne qu'Eric aurait très bien pu avoir un autre ressenti. Quand elle a dit qu'elle se ferait raccompagner, j'ai dit, l'unité doit être au complet demain, c'est comme ça. Et il était déjà tard. Elle a dit, non, ne t'en fais pas, j'y serai. Je ne l'ai jamais revu. Bien sûr, on a considéré dès le début l'hypothèse que le tueur soit un militaire. C'est le scénario le plus probable. Quand on sait qu'il se disait déjà à l'époque que le tueur pouvait être un soldat, donc quelqu'un de fiable et un collègue potentiel, en tant qu'enquêtrice au sein de l'armée, je ne pouvais pas ignorer cette piste. En 2017, le phénotypage était la technologie d'ADN la plus développée mise à notre disposition. Début 2017, j'ai découvert Parabon, une entreprise capable d'identifier assez précisément la couleur des yeux ou la couleur de la peau d'une personne grâce à son ADN. Quand on a reçu le phénotype de l'inconnu numéro 1, on a appris que c'était un homme blanc, avec des origines du nord-ouest de l'Europe, des cheveux bruns et des yeux noisettes. L'évolution que j'attendais tant a finalement eu lieu. Notre fantôme prend vie. Le sergent Eric Lord semble être la dernière personne à avoir vu Darlene vivante. À ce moment-là, il tentait de la convaincre de sortir de ce bar, mais ça n'a pas suffi. Lassé, il a décidé de partir. Puis, le lendemain, elle n'est pas venue. Alors, j'ai dit, bon, elle a peut-être trop bu. Laissons-lui du temps. Puis on a appris que le corps d'une fille venait d'être découvert. J'ai dit, c'est elle, j'en suis sûr. Et
Mon monde s'est écroulé. Eric a ce qu'on appelle la culpabilité du rescapé. C'est courant. Les gens s'en veulent pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait et qui a eu des conséquences terribles pour quelqu'un. Oui, le fait que j'ai abandonné Darlene ce soir-là, alors que j'étais son chauffeur, c'est... J'aurais dû l'obliger. Je l'ai pas fait. Alors, c'est dur à gérer. Si j'avais fait le petit plus, je n'en serais pas là, en train de vous parler. J'ai rencontré des gens que je ne voulais pas connaître. Dans le cas d'un meurtre aussi violent, le suspect est susceptible de porter lui aussi des traces et des marques de lutte. Alors quand on interroge quelqu'un, on lui pose la question et on vérifie s'il y a des marques sur sa peau. Ils m'ont fait mettre torse nu. Rien, pas une égratignure. On lui prélève du sang et des cheveux avec son accord. Ils ont regardé mes dents et on a fait un moulage. J'étais très investi. La version d'Eric Lord est très crédible. Le mieux placé pour la confirmer, c'est Tim Robinson. Parce que lui aussi était présent. Je vais donc dans la pièce où M. Robinson est interrogé par quelqu'un d'autre. Tim et Eric ont fourni des informations très cohérentes sur leur sortie avec Darlene ce soir-là. Cet interrogatoire se déroule sans encombre, jusqu'à ce qu'on lui demande d'enlever sa chemise. Tim Robinson est couvert de griffures. Il en a sur le dos, la poitrine et les bras. Monsieur Robinson, vous nous devez désormais de sérieuses explications. Il a des égratignures partout. Alors, Timmy, d'où proviennent-elles? C'est l'un des derniers à l'avoir vu et il a des marques. Ça se présente bien. Robinson est contrarié. Il sait que l'armée n'y va pas de main morte avec les soldats soupçonnés d'avoir commis un crime. Je le regarde et lui demande s'il peut m'expliquer les griffures et autres traces visibles sur sa peau. Il me dit, je fréquente une fille que je suis allé voir cette nuit-là. C'est elle qui m'a fait ça. Eh bien, on n'entend pas ça tous les jours, mais il y a des gens qui font ce genre de choses. Il sortait avec une fille qui aimait les rapports musclés. On a pu le vérifier. On lui prélève des cheveux et du sang et on examine sa dentition. De toute évidence, elle ne correspond pas à la trace de morsure sur la victime. Et M. Robinson a un alibi. À ce stade d'une enquête, quand tous les filons semblent épuisés, on commence à élargir les recherches. Dans ce cas précis, la victime a passé la soirée dans un bar au milieu d'une centaine de personnes. C'est très difficile à analyser après les faits. Un barman aura du mal à se souvenir d'un individu qui a bu un verre avant de repartir. Tenter d'identifier quelqu'un dans un bar, c'est une mission très compliquée. Dans une enquête criminelle, on procède par élimination. Mais en 1987, il n'y a ni téléphone portable ni caméra de surveillance.
C'est un travail à l'ancienne, qui s'appuie sur des souvenirs restreints de personnes qui ont bu de l'alcool pendant plusieurs heures. Ça complique les choses. Le dossier est constitué de tous les documents associés de près ou de loin aux événements en question. Les rapports de police, le rapport d'autopsie, les résultats des examens de laboratoire et j'en passe. Tout le monde peut ainsi les consulter et s'informer sur les éléments de cette enquête. C'est ça un dossier criminel. Le 17 mars 2017, c'était le 30e anniversaire de la mort de Darlene. Avec le portrait robot issu de l'ADN, on a obtenu le droit d'offrir $10 000 à quiconque fournirait des informations permettant d'identifier, d'arrêter et de condamner le responsable de ce meurtre. Le portrait robot Parabon a fourni des indications. Ethnie, race, couleur des cheveux et des yeux. Il montrait un homme de 22 ans, mais grâce à un logiciel, on pouvait voir cette personne à 50 ans. C'est là qu'une porte s'est ouverte. Nous sommes le 26 mars 1987, 9 jours plus tard. Après toutes ces frustrations et ces efforts qui n'ont mené à rien, soudain, un éclair arrive. L'unité d'enquête de l'armée m'appelle et me dit qu'ils ont un homme en garde à vue, un certain Brian Jackson, accusé d'avoir commis plusieurs agressions sexuelles. Il prétend être responsable de la mort de notre victime. Eh bien voilà, tout arrive. On est en route. Grâce à l'enquête menée par le CID, on apprend qu'il a un pick-up. Le type de véhicule qui a dû transporter le corps. L'armée a le droit de fouiller un véhicule sans l'accord de son propriétaire. Nous non, mais eux oui. C'est ce qu'ils ont fait. Surprise, il y a un cintre à l'intérieur. On a une preuve matérielle qui pourrait correspondre à l'arme du crime et on a sa déposition. C'est un militaire en service actif accusé d'agression sexuelle. Tous ces éléments semblent indiquer qu'il s'agit bien de notre homme. Je m'y rends. Là, c'est un véritable défilé. Le juge avocat général de Fort Carson est là. Le général de la 4e division d'infanterie est là. Le juge principal du tribunal est là. Et bien sûr, toutes les têtes se tournent vers moi. Quand je rencontre Brian Jackson pour la première fois, il est dans le pétrin. Il est en garde à vue pour agression sexuelle. Des faits similaires à notre affaire. Il a sous-entendu qu'il pourrait être responsable de la mort de Darlene Kreshok. Mais est-ce une preuve suffisante pour lever tous nos doutes? Non. Mais poussons un peu plus loin l'enquête. Jackson a intégré l'armée il y a 12 ans, dans l'infanterie. Il est marié et il est sous le coup de 2 chefs d'inculpation pour agression sexuelle sur des soldats. C'est mal engagé pour lui. Dans ce contexte, certains peuvent être tentés de mentir pour avoir un moyen de négocier une porte de sortie. Il s'avère que M. Jackson est de ceux-là. Il a des choses à nous expliquer le concernant. Allons-y. Connaissez-vous Darlene Kreshok? Non, pas vraiment. Vous dites pourtant être responsable de sa mort. Pourquoi?
Eh bien, si j'avais été là, il se lance alors dans un discours bizarre qui me convainc qu'il cherche à exploiter le meurtre de Darlene Kreshok pour obtenir de la compassion. S'il avait été présent, il l'aurait empêché d'être tué. Il se sent donc responsable de sa mort. N'importe quoi. Quel est son alibi? Où était-il la nuit du meurtre? Eh bien, son alibi dévoile son stratagème. Il n'a pas pu tuer Darlene, parce qu'il était loin du Shuffle cette nuit-là. Monsieur Jackson n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Il utilise tous les moyens possibles pour susciter la clémence du système. On prend un peu de son sang et de ses cheveux, puis on regarde ses dents. Elles ne correspondent pas du tout à nos marques de morsure. Ce n'est pas le tueur de Darlene Kreshok, c'est un type lambda. L'euphorie du départ se transforme alors en une nouvelle déception. Voilà ce qui peut rendre fou dans une enquête criminelle. Ce sont de vraies montagnes russes. On repart de zéro. Et à ce moment-là, on est presque dans l'impasse totale. Chaque jour, on ajoute des pièces au dossier. On commence par la page 1, et en un rien de temps, on en a 400. Malgré nos efforts, malgré tout ce qu'on a pu faire, nous n'avons aucun suspect en ligne de mire. On fait du surplace. Arrive un moment où il faut savoir reconnaître que l'enquête n'avance plus parce qu'il n'y a plus de route à emprunter. L'enquête est au point mort. On ne veut pas abandonner. On veut des réponses. J'avais le sentiment d'avoir tout fait pour savoir qui l'avait tué. Mais sans succès. Je ne l'ai pas trouvé. Ce n'est pas sans conséquence. Les cauchemars, entre autres choses sympathiques. Mais la réalité est là. D'autres mères ont perdu des êtres chers et elles ont besoin de nous. Kreshok was an active duty soldier stationed at Fort Carson. No suspect was identified. Il faut l'annoncer aux parents. C'est difficile. Ça a été dur pour Betty. Elle a sombré dans la dépression et elle était suivie par un médecin. Comme le feraient toutes les mamans, elle pleurait énormément. Je voulais savoir. En quoi était-ce si dur de trouver le coupable? C'est légitime pour des parents. Il faut se mettre à leur place. Ils vivent un cauchemar émotionnel permanent, le tueur est en liberté et on ignore son identité. On ne sait pas qui il est. Mais le criminel oublie toujours quelque chose. Et c'est très important. La police ne pardonne pas et n'oublie jamais. Et un jour, le criminel lèvera la tête et il verra qu'un policier est là, prêt à lui passer les menottes et à lui rappeler son passé. C'est le jour que j'attends avec impatience. Ce jour où on identifiera ce fantôme. Dans l'affaire Kreshok, il n'y a plus personne pour enquêter. Chaque matin, quand j'arrive au bureau, je me prépare un café. Je vais ensuite dans l'armoire des affaires non résolues, près de l'entrée, et je regarde les dossiers. Je m'en veux d'être l'imbécile qui ignore qui a tué ces gens. Puis je m'assois pour étudier les rapports sur les affaires d'homicide en cours. Après l'affaire Kreshok, j'ai continué à exercer mon métier.
jusqu'au 1er septembre 1996, date de ma retraite. Et la vie continue malgré tout. Des choses changent dans le pays. De nouveaux présidents sont élus. Mais on n'oublie pas. Je n'ai pas oublié. Je restais persuadé qu'un jour, quelque chose permettrait de relancer l'affaire Khrushchev d'une façon ou d'une autre. Et qu'enfin, justice serait rendue. À quel point étiez-vous frustré du manque d'avancée dans cette affaire? J'avais l'impression que personne ne faisait rien, comme si tout le monde l'avait oublié. Mais j'ai adressé des tonnes d'emails à tous les inspecteurs. Des lettres aussi, dont une que j'ai même envoyée au président des États-Unis. On ne peut pas se sortir ça de la tête. Est-ce qu'il avait récidivé? Avait-il fait du mal à l'enfant d'un autre? Avait-il détruit une autre famille? Betty a été formidable. Elle a été la voix de Darlene et veillé à ce que le travail soit fait. On est revenu au Colorado, où on a fait imprimer des tracts, ainsi que des t-shirts et des casquettes avec sa photo. J'ai même écrit un poème. Dans la vision d'un homme, mais ce n'est que le début, car un démon rôde dans vos rues. Son visage m'est familier, peut-être vous aussi. Il a laissé des indices derrière lui. Le moment viendra où il devra répondre de ses actes. Je connais le secret et la vérité. Les preuves matérielles sont ce qu'il y a de plus crucial sur une scène de crime. Et déjà à l'époque, les unités scientifiques étaient spécialement formées pour recueillir ces preuves. Aujourd'hui, la vidéo, la technologie, les réseaux sociaux et l'accès aux comptes téléphoniques des gens nous aident à résoudre les affaires. Mais du temps de Joe Kenda, il fallait trouver des preuves. Ces gars-là, ce sont de vrais héros. En 87, ils ont recueilli tous les éléments de preuve permettant de déterminer les groupes sanguins et de miser sur l'avenir. C'est fascinant parce qu'ils ignoraient même si ça servirait à quelque chose. Ça montre tout simplement une formidable lucidité et anticipation des progrès à venir. Sachant que ces preuves étaient toujours à notre disposition, j'étais très optimiste quant à nos chances de résoudre cette affaire. Le profil ADN du suspect avait été intégré dans la banque de données nationale. Mais en 2018, il n'y avait toujours aucune correspondance. Je me suis donc dit que si l'ADN du tueur n'y figurait pas 30 ans plus tard, il y avait très peu de chances que ça change un jour. J'étais stupéfaite qu'on n'ait toujours pas de suspect, même après avoir intégré un profil génétique solide dans le CODIS. Après le phénotypage, on nous a fourni une illustration de ce à quoi pouvait ressembler son visage. Nos réseaux sociaux ont explosé. Des gens nous ont contactés depuis l'étranger pour nous dire qu'ils pensaient connaître la personne qu'ils avaient vue sur Facebook. On a eu beaucoup de pistes. Malheureusement, ça n'a pas donné grand-chose. C'était décevant. J'avais mis ce portrait robot sur mon bureau et je le regardais tous les jours en me disant « Qui est-il? Où est-il? Est-il vivant ?» Un article du New York Times parlait d'une vieille affaire résolue par la généalogie génétique.
J'ai décidé de me renseigner sur cette technique. Beaucoup de gens se sont mis à tester leur ADN pour savoir d'où ils venaient. En conséquence, les bases de données génétiques se sont enrichies. Un généalogiste judiciaire peut commencer à reconstituer l'arbre généalogique d'une personne et déterminer les ancêtres communs. Les forces de l'ordre travaillent ensuite avec le généalogiste pour savoir où l'ADN de ce membre de la famille croise celui de l'individu que l'on tente d'identifier. J'ai contacté Parabon, les spécialistes du phénotypage. Bien qu'ils n'aient jamais fait de généalogie, ils m'ont dit qu'ils vérifieraient la base de données chaque semaine en espérant trouver quelque chose d'exploitable. Un an a dû s'écouler, mais pendant tout ce temps, j'étais sûre que ça finirait par marcher. C'est en 2019 que j'ai reçu l'appel. On a une correspondance familiale possible avec le suspect. Ça correspond à un cousin au 3e degré. On peut travailler dessus. C'est jouable. L'agent Veltri m'a annoncé au téléphone « On a une correspondance avec l'inconnu numéro 1 dans l'affaire Kreshok ». J'ai alors regardé l'inspecteur Somoski et j'ai dit « Je pense qu'on a notre homme ». Il a dit « T'es sûr ?» J'ai répondu « Moi non, mais la science, oui ». Les résultats nous ont été communiqués la fois suivante. J'étais dans le bureau avec James au bout du fil et la pancarte « Ne pas déranger » sur la porte. J'attendais des réponses. La police de Colorado Springs a tenté pendant 32 ans d'identifier un fantôme. Finalement, grâce au progrès de la science et à la volonté obstinée de retrouver ce fantôme, un nom apparaît. Michael White. Michael White. Michael White a été identifié grâce à la généalogie génétique. Il s'appelle Michael David White. Son nom était-il apparu dans ce dossier auparavant? Michael White n'avait jamais été mentionné dans cette affaire. Je n'avais jamais vu ce nom. Aucune des personnes interrogées n'avait jamais évoqué ce nom. Sur 2000 pages, pas une seule mention de Michael David White. Personne n'avait entendu parler de lui. Qui est-il? Nos recherches ont confirmé qu'il avait été soldat, qu'il était à Fort Carson à l'époque des faits et qu'il vivait à proximité de l'endroit où le corps de Darlene avait été découvert. Il n'a pas de casier judiciaire, juste une amende pour mauvais stationnement. À première vue, rien de bien intéressant. Il faut en avoir le cœur net. Il faut le surveiller. On savait qu'il avait une vie stable. Marié, avec une maison dans une banlieue aisée de Denver, et un très bon poste dans le secteur des télécommunications. On devait récupérer son ADN pour être sûr que c'était bien le même que celui de l'inconnu numéro 1. L'équipe des filatures est entrée en scène. Ce sont des pros de la filature, impossibles à repérer. Ils se remplacent et s'éclipsent en permanence. Ils sont très bons. La surveillance commence.
Et un jour, alors qu'il fait ses courses, il s'arrête à un fast-food pour déjeuner. Il s'assoit, semble se régaler. Il a un gobelet rouge, il boit dedans. Le gobelet devient une cible, parce qu'il y a déposé sa salive. Que va-t-il en faire de ce gobelet? Il se lève et s'en va. Pas besoin de mandat. Techniquement, il n'avait aucun droit sur le déchet qu'il venait de jeter. Des agents de Fort Carson sont venus sur ordre de l'agent Veltri. On leur a transféré les preuves. Les scientifiques chargés de l'analyse nous ont dit qu'ils allaient travailler sans interruption jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Il y a eu des moments de tension et de doute. Mais après 32 ans de service, il y a une chose dont je suis sûr. Contrairement aux suspects et même parfois aux victimes, les preuves ne mentent jamais. Les résultats de l'ADN nous sont parvenus en moins de 3 semaines, ce qui était quasiment un record dans ce type d'affaires. Que disait le rapport? Qu'il s'agissait de l'inconnu numéro 1. Incroyable. C'est lui, indubitablement. La seule personne dans cette affaire à avoir laissé son ADN sur et dans la victime. Nous voilà en mesure, 32 ans après, d'arrêter Michael David White pour le meurtre et le viol de Darlene Kreshok. L'heure est venue d'aller en prison, Michael. C'était le 13 juin 2019. Une journée qu'on ne peut pas oublier quand on est dans les forces de l'ordre. J'ai procédé à beaucoup d'arrestations. Celle-ci figure en haut de la liste. J'ai annoncé à l'agent Veltri qu'on avait un mandat d'arrêt pour Michael White. On voulait que le CID soit là parce que leur aide avait été capitale. C'était fou. Alors qu'on n'avait ni mangé ni dormi, on était en route pour Denver. On s'est retrouvés dans un parc à Thornton et on a élaboré un plan. L'unité des filatures et moi-même avons été chargés d'appréhender M. White chez lui. On savait qu'il y avait au moins un autre adulte dans cette maison, son épouse. On ne voulait donc prendre aucun risque. Quand un soldat entraîné au combat est interpellé pour un crime qu'il a commis 30 ans plus tôt, ça peut être dangereux. On a frappé à la porte et demandé M. White. Quand il s'est identifié, les collègues de l'unité des filatures l'ont informé qu'il était en état d'arrestation. Ça s'est fait dans les règles de l'art. Pas de cris ni de lutte. Il a seulement dit « OK » et on l'a embarqué. Après l'arrestation, l'inspecteur Isham et moi-même avons discuté avec la femme de Michael White. Son épouse était abasourdie. Son mari n'avait jamais levé la main sur elle. Il n'était pas violent. Elle était sous le choc. Elle a décrit Michael White comme étant son héros. Elle souffrait d'un cancer de l'ésophage de stade 4. Et il était sa bouée de sauvetage. Il était tout pour elle. C'était donc très triste à entendre. Mais aussi
très déroutant. Parce qu'on parlait de l'homme qui avait violemment assassiné Darlene Kreshok 32 ans auparavant. Les tueurs sont quelconques en apparence. À quoi ressemblent-ils? Au type que vous croisez au supermarché? Aucun profil ou signe distinctif. Rien de tout ça. On l'a emmené au poste pour l'interroger. I'm Detective Isom. I go by Jim. I work for the Colorado Springs Police Department. Did I commit a bank robbery when I was down there last year for something I don't... We can talk about that. J'ai assisté à l'interrogatoire depuis une autre pièce. C'était la première fois que je le voyais réellement. First off, you have the right to remain silent. On savait qu'il voudrait donner sa version de l'histoire, qu'il tenterait de la minimiser. Ce n'était pas un hasard si la personne qui avait commis ce crime était restée dans l'ombre pendant 30 ans. Il a accepté de nous parler. L'interrogatoire a commencé. What's this about? It's about a 1987 cold case that we're investigating. Myself and Detective Samasky both work for the Colorado Springs Police Department's cold case unit. Cold case. Je me souviens avoir précisé, mais qui sont encore en cours. A little bit about your social life at that time. Did you go to clubs? Yeah, I was hitting the clubs. I was pretty drunk back then. I just partied a lot. This is homicide. Are you saying that I killed someone? Your name has come up in the investigation of the murder of a specialist at the time. Her name was Darlene Kreshok. C'est un homme cultivé, de la classe moyenne supérieure. Il sait ce qu'il a fait ou pas. On ne se retrouve pas devant deux inspecteurs de police sans savoir pourquoi. You have any problems with someone you picked up after the bar? Didn't go right? You know, things started off? No. You might be able to recognize someone if we showed you a picture from back then. If they were a friend that I knew, yeah. Or maybe someone in the adjacent unit or anything like that, maybe. Yeah, if I saw him on a regular basis or something, yeah. J'ai glissé la photo de Darlene sur la table et après avoir bu une gorgée d'eau, Il l'a regardé avec une expression de souffrance avant de dire She looks like my wife. « Elle ressemble à mon ex-femme ». At the time. et il a ajouté « mais je sais que ce n'est pas elle ». À ce moment-là, c'était comme s'il voulait se dissocier de la table et de cette photo. She might have come through processing or something. I have no idea. Okay. Après avoir vu la photo de Darlene, son attitude a changé. We're here because of DNA. DNA is what led us to you. C'était très étrange d'assister à cet interrogatoire. Je me souviens notamment qu'il a dit « J'ai couché avec beaucoup de femmes, mais je n'en ai tué aucune. » Mais il a nié l'avoir vue. Ou avoir eu vent de ce meurtre, ce qui me semble improbable. It's physical evidence. And to be honest with you, it's quite a bit. So that's why we're here. Yeah, this is wrong. There's something wrong here. Il a alors invoqué son droit de garder le silence. Quand je me suis levé pour sortir de la salle, il m'a dit « Comment peut-on se défendre contre ça ?» Je me suis dit, si j'étais accusé d'avoir commis ce crime odieux et que j'étais totalement innocent, je ne serais pas en train de siroter mon verre et de demander comment faire pour me défendre. Avant de quitter la pièce, ils prennent les empreintes dentaires de Michael White. Mais plus de 3 décennies après le meurtre, ce ne sera probablement pas très significatif.
Il avait une expression douloureuse. Je devinais qu'il réprimait ses larmes, partagées entre une angoisse extrême et de l'incompréhension. Pour moi, c'était le visage de quelqu'un qui avait tout fait pour ne jamais vivre ce moment, en vain. Je suis fier des enquêteurs Hicham et Somoski de l'unité des affaires non résolues. Ils ont prêté serment et ont tenu parole. Après l'interrogatoire, j'ai contacté la famille. Quand on a quelqu'un en garde à vue, on appelle la famille. C'est à Joe Somoski que revient ce privilège. Ce n'est pas fréquent dans une carrière. J'ai décroché. Il a dit Paul. J'ai dit oui. Il a dit inspecteur Somoski. J'ai dit bonjour, comment allez-vous? Il a répondu extrêmement bien. Je lui ai demandé de rejoindre sa femme. Il a dit j'aimerais qu'elle soit près de vous. J'ai quelque chose à vous dire et ce serait bien que vous l'entendiez ensemble. Paul m'a dit viens, il faut que t'entendes ça. Il a dit ça fait 32 ans que j'attends ce moment. Je leur ai dit que l'unité d'enquête de l'armée et la police de Colorado Springs avaient arrêté le coupable du meurtre de leur fille. Il nous a dit qu'ils avaient procédé à une arrestation. Il l'avait. À ce moment-là, je me suis mise à crier. C'était le plus beau jour de ma vie. Ils ont eu cette ordure. J'étais endormi sur le canapé. Quand ma femme est venue me secouer, je lui ai dit « Quoi? Pourquoi tu me réveilles ?» Elle me dit « Ils l'ont eu, ils l'ont eu. » Ils ont eu qui? Elle me met le téléphone sous le nez et quand je le vois, je m'exclame « Bon sang, c'est lui, les yeux de fouine. C'est ces yeux qui me hantent depuis 32 ans. » Je me suis dit « Enfoiré, tu as échappé pendant toutes ces années. » Mais c'est fini. Monsieur White semble intelligent, calme, voire arrogant. Il sait ce qu'est l'ADN, mais maintient que c'est une terrible erreur. Il veut être jugé. Allons-y. C'était ma première affaire non résolue. Alors, je voulais la justice pour Darlene, comme mon collègue Joe Eden. L'enquête de 87 a été menée de façon incroyable. C'est l'enquête la plus méticuleuse et précise que j'ai jamais vue. Ça fait mal au cœur de savoir qu'elle n'a pas abouti à l'époque. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire de plus à ce moment-là. Je n'ai jamais vu une enquête aussi bien menée. J'étais fier de mon travail et je refusais de valider quoi que ce soit si je n'étais pas certain d'avoir fait tout ce que je pouvais pour que l'enquête soit menée correctement. Donc, s'il y avait ma signature sur une feuille, ça voulait dire que son contenu était digne de confiance. Il arrive parfois qu'on récupère un dossier et que l'enquête des forces de l'ordre ne soit pas totalement complète. On les appelle alors pour avoir plus de détails ou pour leur proposer que nos enquêteurs viennent explorer des pistes complémentaires. Dans cette affaire, à aucun moment je ne me suis dit « ils auraient dû procéder différemment ». Les enquêteurs avaient fait absolument tout ce qu'on pouvait attendre d'eux. Et sincèrement, je me suis creusé la tête depuis pour essayer de savoir comment ils auraient pu résoudre cette affaire en 87. Mais je n'ai toujours pas la réponse. Quand j'ai parlé à l'avocat de la défense, il m'a dit « Michael White refusera toute offre. Il ne veut pas négocier. » Et il a ajouté « Parce que vos preuves ne sont pas recevables. »
Le défi de ce procès allait être de faire en sorte que nos preuves soient acceptées par le juge. Charles Green, l'analyste de l'unité scientifique, nous avait quittés, tout comme le légiste et plusieurs autres enquêteurs de l'époque. Il fallait trouver le moyen de rendre ces preuves recevables. Or, on avait un enquêteur en chef présent sur la scène du crime. Quand le bureau du procureur m'a contacté, j'étais en train de tourner un épisode de la série American Detective. J'ai dit au producteur, intéressant, alors qu'on parle d'une autre affaire, l'une des miennes ressurgit. Je retourne au tribunal. Quand j'ai témoigné au procès de Michael David White, en juin 2021, je l'ai regardé en passant devant la table de la défense et je me suis dit, ça fait longtemps que je te cherche. Et te voilà. Dans la salle d'audience, étant donné ma notoriété actuelle, c'était le silence total. Sur le banc des jurés, tout le monde me regardait. Dans la salle, tout le monde me regardait. Mais pas Michael White. Il regardait droit devant lui. J'étais crispé pour la famille. Paul et Betty étaient restés avec des questions sans réponse pendant plus de 30 ans. Au début, on n'était pas rassurés quant à l'issue du procès. Quand je les regardais, nos regards se sont croisés. Ils savaient exactement qui on était. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Michael White? Franchement, rien. Je ne ressens rien pour lui. Vraiment. Vos regards se sont-ils croisés? Oh oui. Oui, tout à fait. En effet. Et qu'avez-vous pensé? Ça, je le garde pour moi. À la barre, j'ai expliqué qu'à l'époque du crime, j'étais sergent et superviseur à la criminelle. Le but principal du témoignage de Joe consistait à permettre au jury de mieux comprendre comment travaillaient les enquêteurs à l'époque. Joe a expliqué que l'ADN était encore à l'état embryonnaire. Mais comme ils se doutaient que cette technologie serait peut-être un jour au point, ils avaient fait en sorte de pouvoir rendre ces informations exploitables le moment venu. On a ensuite parlé de l'étiquetage et du marquage des preuves. De comment, où et par qui elles étaient recueillies et comment elles étaient référencées et stockées. Joe a démontré au jury le degré de méticulosité qui faisait la réputation de Charlie Green. Charlie Green ne commettait pas d'erreurs et ne bâclait jamais le travail. Je n'ai eu aucun mal à en témoigner parce que je savais qu'on avait fait ce qu'il fallait, comme d'habitude. Suite à ce témoignage, j'ai reçu des remerciements. On ne savait pas ce qu'allait dire le juge. Avec Ben, on a perdu quelques années de nos vies en se demandant quel serait son verdict. On était dans un état de stress avancé. Pendant que le juge réfléchissait, il y avait un silence total. Si le juge décidait que ces éléments de preuve ne devaient pas être pris en compte, c'était la fin du procès. Quand il a déclaré recevable le premier élément de preuve, j'ai enfin respiré. On était quasiment certain que Michael White viendrait témoigner, parce qu'il y avait quelque chose d'arrogant chez lui. Et une fois à la barre, il a affirmé ne pas se souvenir de Darlene Kreshok. Je ne l'ai pas cru parce que cette affaire avait fait la une des journaux en 87. Il a déclaré « Je n'ai pas tué Darlene Kreshok ». Il ne savait soi-disant rien de cette histoire. Alors qu'il était à Fort Carson? Non.
Michael White a dit à son avocat qu'il était possiblement entré en contact avec elle parce qu'il lui arrivait d'avoir des rapports sexuels dans les toilettes d'un bar ou dans sa voiture. Leur théorie était que son ADN s'était retrouvé sur Darlene par transfert d'ADN. Mais c'était oublier le cintre enroulé autour du cou et de la bouche de Darlene, ainsi que les mégots de cigarettes trouvés sur la scène du crime. Rien ne peut expliquer l'ADN de Michael White sur ces mégots. La défense a tenté de plaider le transfert d'ADN, mais cette théorie est balayée par la présence des 3 mégots de cigarettes trouvés à côté du corps. Parce qu'un inconnu qui aurait décidé de violer et tuer Darlene sans laisser son propre ADN n'aurait pas pu avoir 3 cigarettes avec l'ADN de Michael White. En 1987, personne ne savait ce qu'était l'ADN. La défense ne pouvait donc pas prétendre que quelqu'un avait voulu piéger Michael White en laissant ses mégots de cigarettes sur place. Parce qu'à l'époque, personne ne savait que l'ADN deviendrait une technologie utilisée par la police dans ses enquêtes. Dans cette affaire, le principal obstacle était qu'on ignorait toujours ce qui s'était vraiment passé. Depuis la clôture de cette enquête, on est en mesure d'affirmer que le 17 mars 1987, jour de la Saint-Patrick, Darlene se dit « Ce soir, je sors avec des amis au Shuffles ». On peut aussi affirmer avec une certaine certitude que M. White la remarque, qu'il danse avec elle. Eric Lord est doté d'une bonne mémoire. Et quand il voit la photo de Michael White, il est catégorique. C'est le type aux yeux de fouine, j'en suis sûr, à 100%. Plus tard, ce soir-là, les amis de Darlene sont partis. Michael White lui propose alors peut-être de la raccompagner ou de lui offrir un autre verre, allez savoir. Toujours est-il qu'elle monte dans sa voiture et qu'à un moment ou à un autre, ça dérape. Pendant son interrogatoire, Michael White a dit qu'elle ressemblait à son ex-femme. Est-ce cela qui l'a attiré chez elle? Est-ce la source de la rage qui l'a envahi? On peut le dire, mais pas le prouver. C'est une possibilité. On ignore où exactement, mais M. White perd le contrôle. Il lui fait des choses horribles. Il crée un mort de fortune avec des cintres tordus, et la pression suffit à la tuer par asphyxie. Puis il jette son corps près d'une benne à ordures. La scène de crime présente un détail surprenant. 3 cigarettes dont il ne reste que le filtre. Toutes portent son ADN. Il faut plusieurs minutes pour fumer une cigarette, et il en a consommé 3. Pour quelle raison? Pour admirer son travail? Pour se calmer et ne pas céder à la panique? Alors qu'il tente de se convaincre que personne ne saura jamais ce qu'il a fait, un chercheur britannique travaille sur un outil d'analyse d'ADN qui permettra d'identifier Michael David White plus de 30 ans après. Juste après les plaidoiries, Paul m'a dit « Et s'il est déclaré non coupable ?» J'ai marqué une pause et je lui ai dit « Franchement, on sait que Michael White est l'inconnu numéro 1. S'il la quitte, il n'y aura pas de revanche.
En attendant le verdict du jury, ça m'a beaucoup préoccupé. Personne ne s'attendait à un verdict rapide. Les jurés n'ont délibéré que 3 heures. Le juge a fait entrer le jury. Vous êtes-vous mis d'accord? La jurée a dit, pour le premier chef, meurtre avec préméditation. Nous, le jury, le déclarons coupable. Coupable. C'est tout ce qu'on voulait. Coupable. J'ai été soulagé d'un énorme poids et envahi par l'émotion. Coupable. 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 Michael White a été condamné à la perpétuité. 3 decades later, an arrest was made, and a jury convicted Michael White of first-degree murder. Her parents say justice has been served. Monsieur White a commis un crime d'une violence et d'une sauvagerie rare. Le pire crime sexuel qu'il m'ait été donné de voir. Il va payer pour ce qu'il a fait et mourra dans une cellule de 2 mètres sur 3, comme il le mérite. Pourquoi avoir accepté cette interview? Pour Darlene, je vis avec ça du mieux que je peux. La morale, c'est ne perdez pas espoir. Jamais. Gardez la foi et continuez à aller de l'avant. Elle était sublime. C'était une belle jeune femme. Ma fille chérie. Si vous pouviez lui parler, que lui diriez-vous? Je t'aime, mon bébé. Je l'appelle toujours comme ça. Elle le sait. Monsieur White n'a pas saisi un détail important. Il pensait ce moment de sa vie passé. Et qu'il s'en était tiré sans conséquence. Mais un tueur laisse toujours des traces. Toujours.